Ross Brawn. Ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant c'est l'un des plus grands acteurs de l'histoire de la Formule 1. Né le 23 novembre 1954 dans une petite maison à Ashton-under-Lyne près de Manchester au Royaume-Uni, ce petit garçon ne le sait pas encore mais il va à sa façon contribuer au plus grand succès de l'histoire de la Formule 1. Ross Brawn a joué un rôle essentiel dans le développement et la modernisation de la Formule 1 à l'international, allant même jusqu'à remporter un titre avec sa propre écurie. Aujourd'hui, on va revenir sur la carrière exceptionnelle de Ross Brawn. On va revenir sur ses plus grands succès et découvrir réellement le parcours de cet homme qui a totalement transformé la Formule 1 moderne. Jaguars have won the 1988 Le Mans 24-hour race which they set out to do. Wins in Japan to give Benetton the Constructors' Championship. To win the 2000 Japanese Grand Prix and the World Championship. We did it! We did it! We are world champions! World champions! Juste avant de vous parler de l'histoire de Ross Brawn, vous allez voir à quel point cet homme a totalement bouleversé l'histoire de la Formule 1. Moi, je vais vous parler de Ovoco qui pourrait totalement bouleverser votre voiture. Pour ceux qui ne connaissent pas Ovoco, il s'agit d'un site en ligne de pièces détachées. Vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Peu importe le type de modèle, peu importe l'année de la voiture, vous trouverez des pièces détachées bien moins chères et vous pourrez leur donner une seconde vie. Plutôt que de vous rendre dans le garage plutôt que de vous rendre dans une casse et de pas trouver les pièces que vous souhaitez, Ovoco centralise des pièces à travers toute l'Europe. Comme ça, pas besoin d'aller sur des sites malveillants, pas besoin de parler des langues que vous ne connaissez pas. Et puis, bien évidemment, Ovoco, c'est un petit peu comme Sergio Pérez, il y a un intérêt financier. Oui, ça vous permet d'économiser un petit peu, d'avoir des réductions et de trouver des pièces un petit peu moins chères que sur d'autres sites. Bref, si je vous résume, vous vous faites livrer des pièces de qualité par des professionnels. Si jamais vous n'êtes pas satisfait, que la pièce ne correspond pas à ce que vous souhaitiez, vous avez 14 jours pour vous faire rembourser sans aucune condition. Encore une fois, si vous souhaitez réparer ou rénover votre voiture, Ovoco est vraiment la solution idéale. N'hésitez pas à en parler à des amis, à des proches, à de la famille. Le lien est dans la description. Je vous laisse aller faire des recherches. Peut-être que vous trouverez des pièces de la Benetton ou de la Ferrari de Ross Brawn. Ça, je vous laisse chercher et me dire sur les réseaux sociaux. Merci encore à Ovoco de sponsoriser et de nous soutenir sur cette vidéo. Et je vous laisse tout de suite avec l'histoire de Ross Brawn. Dès le plus jeune âge, Ross Brawn va s'intéresser de très près à l'automobile et à la mécanique. Ayant un père mécanicien et en allant très souvent au Bellevue Stadium à Manchester, un stade qui accueillait des courses d'automobiles et de motos, à l'école, Ross Brawn va très rapidement s'intéresser aux mathématiques, aux sciences, à la physique et va très logiquement rejoindre une université d'ingénierie mécanique à Loughborough et va obtenir bien évidemment son diplôme. Dans un premier temps, il va travailler dans un établissement de recherche atomique à Harwell, à l'ouest de Londres, et c'est en 1976 que Ross Brawn va se lancer dans le sport automobile avec March Engineering. Le Britannique va y passer 2 saisons en tant que mécanicien, va même remporter un titre avec le pilote italien Piercarlo Ginzani avant qu'en 1978, une énorme opportunité s'offre à lui. L'écurie de Sir Frank Williams vient de se lancer en Formule 1 et connaît un rapide succès. Titre constructeur en 1980 et 1981. Pour un Britannique, la question ne se pose même pas. Il saisit tout de suite l'opportunité et décide de venir travailler en Formule 1. Au cours des années, chez Williams, il va évoluer à travers divers postes comme mécanicien jusqu'à devenir l'aérodynamicien principal de l'écurie de Sir Frank Williams. La réputation de Ross Brawn va très rapidement se faire et la popularité va rapidement augmenté pour l'aérodynamicien de chez Williams. Le succès fait énormément parler et en 1985, un nouveau challenge va s'offrir à Ross Brawn. Il va décider de rejoindre Lola pour la fin de saison 1985 et le début de la saison 1986. Et là, c'est le flop. Catastrophique décision de la part de Ross Brawn. En l'espace de 20 Grands Prix, il va y avoir 24 abandons pour les 2 voitures. Le meilleur résultat de Alan Jones et Patrick Tambay à cette saison-là, ce sera une P4 et une P5 en Autriche. Mais à la fin de la saison 86, As Lola décide de se retirer de la Formule 1. Mais Ross Brawn réussit à retomber sur ses pattes et rejoint l'écurie Arrows et cette fois-ci obtient un poste encore supérieur à ce qu'il avait eu
chez Williams, il devient directeur technique de l'écurie en Formule 1. C'est l'un des rôles les plus importants dans une écurie de Formule 1. Vous êtes responsable de la coordination des ingénieurs entre l'usine et la piste. Vous êtes responsable du développement de la voiture et ce rôle, il va le remplir à merveille. Chez Arrows, qui était une écurie de fond de plateau, il va en faire une très bonne écurie du midfield. Durant la saison 87, 88 et 89, Arrows va réussir à remonter jusqu'à la 5e position au constructeur lors de la saison 1988. Au vu des bons résultats chez Arrows, au vu de la réputation créée chez Williams, une nouvelle fois, Ross Brawn attire toute l'attention du paddock. Et il va rencontrer un homme qui va lui proposer un nouveau défi, Tom Walkinshaw, le directeur de l'écurie Jaguar Racing, qui va lui proposer un nouveau challenge. Ross Brawn a déjà fait ses preuves en Formule 1. Il est l'heure pour lui de prouver qu'il est capable de s'évader, de créer d'autres voitures qui peuvent performer. Il va donc être nommé directeur technique du groupe Jaguar Prototype et va faire remporter les 24 heures du Mans à Jaguar. Jaguar renoue avec le succès en 1990 et remporte les 24 heures du Mans au volant de la Jaguar XJR12. En 1991, Jaguar remportera le championnat du monde des prototypes avec la Jaguar XJR14, première voiture prototype équipée d'un moteur de Formule 1. Après 3 ans de succès avec Jaguar en endurance, Ross Brawn a réussi absolument tous les challenges qui lui ont été proposés. Et Tom Walkinshaw va donc prendre la décision de proposer un nouveau challenge à Ross Brawn, un challenge ultime, retourné en Formule 1. Et c'est ce challenge qui va totalement faire basculer la carrière de Ross Brawn. Alors, en plus d'être le directeur de chez Jaguar, Tom Walkinshaw a été recruté en 1991 par un certain Flavio Briatore pour devenir le directeur de l'ingénierie d'une écurie du nom de Benetton F1 Team. Avec ce nouveau poste, Tom Walkinshaw va pouvoir placer son ami Ross Brawn en Formule 1 chez Benetton. Il rejoindra donc le rôle de directeur technique, mais cette fois-ci avec un petit rôle en plus. En plus de gérer les ingénieurs, en plus de gérer le développement de la voiture, il est désormais responsable de la stratégie de course. Il est responsable des 2 voitures le dimanche et doit faire en sorte d'avoir la meilleure stratégie possible. Cette saison 1992 marque un vrai tournant dans la carrière de Ross Brawn. Il va nommer Rory Byrne en tant que chef designer et va commencer à travailler avec cette nouvelle écurie de Formule 1. Et un certain pilote allemand va remporter sa première course en 1992 chez Benetton. On parle là de Michael Schumacher. Bon, les saisons ne vont pas être exceptionnelles, mais cette période va être extrêmement importante dans leur relation. Michael Schumacher, Ross Brawn et Rory Byrne vont devenir extrêmement proches durant ces années et cette relation va se renforcer en 1994. À partir de 1994, on comprend mieux l'intérêt du recrutement de Ross Brawn. L'objectif de son arrivée chez Benetton n'était pas de remporter le titre en 92 ou même en 93. L'objectif était de s'adapter à la nouvelle réglementation de 1994. Et c'est une chose qu'il va parfaitement gérer. En 1994, gros changement de réglementation qui interdit énormément d'aides au pilotage et d'aides électroniques. Anti-patinage, suspension active comme la Williams en 93 ou même l'anti-blocage de roues, toutes ces aides sont interdites en Formule 1 et l'objectif est réussi. Michael Schumacher remporte son premier titre, 1 point devant Damon Hill avec une Benetton. En 16 Grands Prix, Michael Schumacher va remporter 8 Grands Prix et prendre 6 pole positions. Malheureusement pour Benetton, le titre constructeur leur échappe et arrive dans les mains de Williams. Et ça, c'est très mal digéré du côté de Ross Brawn qui souhaite absolument tout gagner en 1995. Et bien devinez quoi ? Promesse tenue pour Ross Brawn. En 1995, la Benetton domine totalement le championnat. Schumacher remporte le titre avec 33 points d'avance. On rappelle qu'à l'époque, le vainqueur ne prenait que 10 points et Benetton remporte enfin son premier titre constructeur. Le pari est réussi. Le recrutement de Ross Brawn est rentabilisé et bien évidemment, vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, la relation entre Ross Brawn, Rory Byrne et Michael Schumacher est plus forte que jamais. Cette saison 1995 va quand même bien marquer la carrière de Ross Brawn. Déjà très respecté et très populaire, c'est la preuve en 4K que Ross Brawn est le meilleur directeur technique du paddock. C'est l'homme
qu'il faut avoir dans son équipe. Et cette saison 95, elle marque aussi la dernière saison de Michael Schumacher chez Benetton. Michael Schumacher décide de partir chez la Scuderia Ferrari et propose bien évidemment à Ross Brawn de le suivre. À ce moment-là, leur relation est-elle une relation père-fils? La complicité est au maximum, la confiance aussi. Ils ne veulent pas se quitter et pourtant Ross Brawn va refuser de rejoindre Ferrari en 1996. Par fidélité pour Tom Walkinshaw qui l'a ramené chez Benetton en 92 et au vu des performances récentes, et ben Ross Brawn se dit je vais rester. Pas de chance, la saison 96 est un fiasco. 0 victoire pour Benetton, quelques podiums, mais on est à des années-lumière des performances de 94 et 95. Pas de chance pour Benetton qui avait décidé de tout miser sur la saison 95 et du coup bah forcément délaisser son projet de 1996. Résultat, la voiture est en retard, la voiture souffre énormément et Ross Brawn va donc mettre un terme à cette collaboration avec Benetton. En 1996, Ross Brawn quitte l'équipe et décide de rejoindre la Scuderia Ferrari et de retrouver son duo avec Michael Schumacher. Alors si vous avez suivi cette vidéo, normalement vous devez vous dire mais attends Hydro, il manque un mec là dans l'histoire, Rory Byrne. J'arrive pas à dire son nom, désolé. Où est-ce qu'est passé Rory Byrne après la saison 95? Eh ben il avait pris sa retraite, il avait décidé de se retirer de la Formule 1, sauf qu'il est pas fou le Rory. Il a vu le duo se reformer, le duo chez Ferrari, Schumacher-Ross Brawn. Rory Byrne revient en activité à la Scuderia Ferrari en tant que chef designer. Et on retrouve le trio magique qui a construit le succès de Benetton, cette fois-ci, non plus sous la gestion de Flavio Briatore, mais sous la gestion du français Jean Todt. Bon, en 97, quand Ross Brawn arrive, le contexte est très particulier chez Ferrari. Ferrari n'a pas gagné un titre depuis 1979. Le dernier titre, c'est un titre constructeur. En 83, Jean Todt a pour seule et unique mission de redorer la Scuderia. Il faut gagner un championnat en Italie. Vous connaissez la pression qu'il y a chez Ferrari, la pression qu'il y a en Italie, donc forcément, le challenge est de taille pour notre trio. Et au début, ça se passe pas si mal pour Michael Schumacher. 1997, on passe tout proche d'un titre pilote. 1998, à la lutte face à Häkkinen, encore une fois raté. Puis 1999, la blessure à Silverstone. Et au niveau du constructeur, McLaren remporte 2 titres face à Ferrari. Donc, mine de rien, Ferrari est là, mais pour l'instant, Ferrari n'y arrive pas. Regardez Jacques, l'intérieur, un contact, et Jacques réussit à continuer. Mika Häkkinen, envoie Saya, Mika Häkkinen. À 200 km/h, Michael Schumacher s'est encastré dans le mur de pneus installé devant les rails de sécurité. Le vrai déclic dans cette équipe va arriver à partir de 1999. L'équipe travaille de mieux en mieux, Ross Brawn a enfin mis en place sa stratégie et son développement, et l'écurie remporte enfin, après 16 ans, un titre constructeur. Comme je vous l'ai dit, en 99, Michael Schumacher se blesse à Silverstone et Eddie Irvine termine à seulement 2 points de Mika Häkkinen. Autant vous dire que si Schumacher avait été là, l'histoire aurait peut-être été un peu différente. Mais le plus important n'est pas là. C'est la transition en l'an 2000 qu'il faut retenir pour la Scuderia Ferrari. Ça y est, la Dream Team, comme on l'appelle, est lancée. Plus personne ne peut arrêter la Scuderia Ferrari. Ross Brawn, Jean Todt, Rory Byrne et Michael Schumacher ont réussi leur pari. Ferrari va enchaîner et enchaîner et enchaîner les titres et dominer pendant 5 ans consécutifs. Michael Schumacher remporte donc son 3e titre de champion du monde avec la Scuderia Ferrari en l'an 2000 et ça y est, la malédiction est brisée. Depuis 1979, Ferrari attendait ça, un titre mondial revient à Maranello. La suite appartient à l'histoire. Michael Schumacher remporte la saison 2001, puis 2002, puis 2003, puis 2004. À cette époque, fin 2004, Ferrari a remporté 6 titres constructeurs d'affilée. C'est un record en Formule 1. Le record est tombé depuis. Mercedes le détient avec 8 saisons consécutives. Mais la réputation de la Dream Team n'est plus à faire. Tout le monde connaît les principaux acteurs du succès à Maranello et Ross Brawn est le pilier de ce succès. Le rôle de Ross Brawn est tellement important chez Ferrari qu'il va même recevoir une distinction en Italie. Il va recevoir la distinction d'officier de l'ordre du mérite de la République italienne en 2004 pour ses travaux au sein de la Scuderia. C'est quand même assez fou. Au-delà d'être un très bon directeur technique, de très bien gérer ses équipes d'ingénieurs, d'être un excellent aérodynamicien au niveau de la conception de la voiture, il va surtout prouver qu'il est un génie de la stratégie de course. À cette époque, Ross Brawn est surtout très intelligent
intelligent et essaye d'optimiser les moindres dixièmes afin de gagner des courses. Et par exemple, c'est Ross Brawn qui va commencer à optimiser les pit stops. Les entraînements d'arrêt au stand, essayer de gagner du temps sur les changements de pneus et le fuel, ça vient de Ross Brawn. Pareil sur les stratégies basées sur l'usure des pneus. C'est Ross Brawn qui va intégrer le calcul et la dégradation des pneus. Et ça, pour le coup, ça pourrait aujourd'hui paraître logique. Ça paraît totalement normal. À l'époque, ça ne l'était pas. Si vous ne connaissez pas cette magnifique stratégie du Grand Prix de France 2004 à Magny-Cours, c'est une preuve de l'excellence, du génie de Ross Brawn. On a fait une vidéo là-dessus, on vous mettra une annotation. Mais voilà, c'est une preuve qu'il était en avance sur son temps. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. 2005 et 2006, Renault vient couper l'élan de la Scuderia Ferrari et remporte le titre pilote et constructeur avec Fernando Alonso. Michael Schumacher annonce sa retraite au Grand Prix d'Italie 2006 et prend donc sa retraite à la fin de la saison. De son côté, Jean Todt annonce sa retraite pour la fin de saison 2007 et Ross Brawn décide donc de quitter la Scuderia Ferrari fin 2006. Ross Brawn prend donc une année sabbatique avec aucun projet de prévu, en tout cas pour le moment. Pendant cette saison 2007, Ross Brawn sirote des cocktails en bord de plage et bien évidemment, toutes les équipes de Formule 1 essayent de convaincre Ross Brawn de revenir dans les paddocks. Deux propositions retiennent l'attention de Ross Brawn, Red Bull et Honda. Et au final, c'est Honda qui va réussir à rentrer en négociation avec Ross Brawn et Nick Fry. Ross Brawn n'est pas contre un retour en Formule 1. Cependant, il exige 3 conditions afin de revenir. La première, un énorme budget. Et ça, à l'époque, Honda, c'est avant la crise financière, il y avait. Le deuxième, c'est un personnel et du staff compétent. Ça, c'est pas un problème, Honda l'avait et ça se recrute. Troisième point, de très bonnes infrastructures. Et là aussi, Honda était plutôt pas mal à Brackley avec une usine de toute dernière technologie, notamment au niveau de la soufflerie. Les conditions sont donc remplies et Ross Brawn accepte de revenir en Formule 1 aux côtés de Honda. La saison 2008 de Honda est cataclysmique. 9e au constructeur, un seul podium avec Rubens Barrichello à Silverstone, seulement 4 entrées dans les points. Alors, Ross Brawn n'a pas réellement pu travailler sur cette voiture en 2008, arrivé en 2007. Néanmoins, il a eu une consigne pour cette saison 2008, ne pas développer la monoplace durant la saison. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais l'objectif était très clair et ça va vous rappeler quelque chose. L'objectif était de tout sacrifier pour pouvoir développer la saison 2009. Ross Brawn souhaite répéter ce qu'il a fait en 1995 chez Benetton et cela semble fonctionner. Vu que les résultats sont plutôt prometteurs du côté de Honda, néanmoins, une mauvaise nouvelle va arriver fin 2008 et totalement bouleverser l'avenir de cette équipe. Les dirigeants de Honda convoquent Nick Fry et Ross Brawn en fin de saison pour leur annoncer que Honda souhaite mettre fin au projet Formule 1. On est en pleine crise financière et Honda n'a plus les finances pour investir en Formule 1. Bien évidemment, pris de court, Ross Brawn et Nick Fry demandent un délai de 3 mois aux dirigeants de chez Honda afin de trouver de nouveaux investisseurs. L'objectif, il est simple pour Ross. De 1, sauver les 700 emplois qui sont à Brackley et de 2, pouvoir faire rouler cette voiture de 2009 qui semble exceptionnelle. Malheureusement, au bout de ces 3 mois, Ross Brawn et Nick Fry ne trouvent pas d'investisseurs pour réinvestir dans cette équipe de Formule 1 et la décision est prise. Honda vend l'équipe pour 1 livre à Ross Brawn. Alors, ça peut paraître stupide dit comme ça, mais en fait, ça coûte tellement cher une écurie de Formule 1 et de se débarrasser de ses 700 employés, ça aurait coûté encore plus cher. À partir de ce moment-là, Ross Brawn est donc propriétaire de l'écurie. Nick Fry devient copropriétaire. C'est plus le problème d'Honda. Il faut être honnête. Alors, la première chose à faire quand on achète une écurie de Formule 1, c'est lui trouver un nom. Honda a revendu, c'est terminé. Il faut trouver un nouveau nom pour cette équipe et le nom proposé par Nick Fry, c'est Brawn GP. Un nom qui plaît absolument à tout le monde à Brackley vu que c'est le projet de Ross Brawn. Sauf que pour Brawn GP, ça va être très compliqué parce que Ross Brawn, il n'avait pas l'argent pour investir de base. Donc il se retrouve avec 2 voitures, 2 monoplaces qu'il ne faut donc surtout pas casser sur les grands prix. Il se retrouve avec une masse salariale beaucoup trop grosse pour ce que Ross Brawn peut dépenser et donc va demander à des employés d'occuper plusieurs postes dans la même écurie. C'est-à-dire qu'un mécanicien peut très bien se retrouver à faire les pit stops au moment des arrêts au stand. Il peut très bien se retrouver à faire à manger ou le ménage après le Grand Prix et peut-être même conduire les camions. La saison 2009
Pour Ross Brawn, c'est un enfer. C'est un challenge inédit, jamais vu en Formule 1. Et puis, au final, on a nos deux pilotes, Jenson Button et Rubens Barrichello. Rubens Barrichello avait de base un contrat de 5 Grands Prix, et puis Jenson Button n'était pas sûr d'être payé après chaque course. Je pense que je vous ai bien résumé la situation de Ross Brawn et la situation de Brawn GP en 2009. Le début de saison arrive et Ross Brawn détermine donc un budget pour la demi-saison d'environ 600 000 $. Pour vous donner une idée, par course, une équipe de F1, une top team, dépense à peu près 4-5 fois plus par course. Bien évidemment, l'équipe ne participe pas à la première semaine d'essais hivernaux parce que l'équipe était même pas sûre d'être là en 2009, mais ils arrivent en deuxième partie d'essais hivernaux et là, c'est la grosse surprise. Une voiture blanche et verte avec absolument aucun sponsor parce que personne voulait investir en Formule 1. Et là, le miracle se produit. Cette voiture est la voiture la plus performante. Elle est tellement performante que la Brawn GP met 1 seconde par tour aux meilleures voitures du plateau avec le plein d'essence. C'est la stupéfaction. Personne ne comprend dans le paddock, même Jenson Button, pilote pour Brawn GP, ne comprend pas comment cette voiture peut être aussi rapide. Le début de saison se fait en Australie et ça se confirme. Jenson Button remporte la première course de la saison doublée pour Brawn GP. Jenson va remporter 6 des 7 premières courses de la saison 2009. La gestion de Ross Brawn est exceptionnelle. Est-ce que tous les employés vous diront? Parce que oui, les employés de Brawn GP, c'est les employés actuels de Mercedes. C'est que Ross Brawn a réussi à créer une famille avec cette équipe. Il a réussi à créer un contexte de travail et de survie qui faisait que cette équipe se surpassait week-end après week-end. Les sponsors, bien évidemment, sont arrivés au fur et à mesure. On se rappelle bien évidemment du Virgin dans cette fameuse Brawn GP. Malheureusement, la situation financière n'a pas permis à Brawn GP de développer comme les autres top teams. La Brawn GP possédait ce qu'on appelait le double diffuseur, une toute nouvelle innovation dans cette nouvelle réglementation de 2009. Une fois que Red Bull et les autres équipes ont eu les financements et le temps de développer cette pièce, ça s'est bien compliqué pour Brawn GP, mais au final, la victoire est là. Jenson Button remporte le titre pilote et Ross Brawn remporte le titre constructeur avec une écurie à son nom. Get in there, Jensen. Fantastic. Ross Brawn vient juste de plier le game, tout simplement. Le petit mécanicien de Formule 3 vient de remporter un titre constructeur avec une écurie à son nom. Brawn GP n'aurait jamais dû faire la saison 2009. Jamais, sans Ross Brawn, cette écurie n'aurait tenu toute la saison. Dites-nous si vous voulez une vidéo sur l'histoire totalement folle de Brawn GP qui est remplie de drama, de trahison, d'émotions, de suspense. Bref, l'histoire est écrite. Ross Brawn a remporté ce titre pilote et constructeur avec cette pauvre écurie à Brackley pour un livre symbolique. À la fin de la saison 2009, Ross Brawn peut souffler. Ça y est, le groupe Daimler vient investir 110 millions de livres dans cette écurie qui sera donc renommée Mercedes GP et c'est le début de l'histoire de Mercedes en Formule 1. Ross Brawn a réussi l'inimaginable mais ne souhaite pas pour autant s'arrêter là et souhaite mener à bien le projet Mercedes et prend donc la tête de Mercedes en 2010. Ross Brawn n'a pas fini de s'amuser en Formule 1. Une fois que Brawn GP est donc racheté par Daimler et devient Mercedes GP, les dirigeants de Daimler souhaitent placer Ross Brawn en tant que team principal afin de préparer cette équipe Mercedes au changement de réglementation 2014 sur laquelle la marque mise énormément. Alors pour ce faire, Ross Brawn décide de faire revenir un ancien ami à lui. Un ancien pilote parti à la retraite depuis quelques années et qui, en Allemagne, forcément, fait sensation. Schumacher for the first time since 2006 to come home on the podium. Pole position. Well done, Michael. Fantastic. Contact. Michael Schumacher round. Will he? Oh, the big smackdown. Bon, c'est pas le Michael Schumacher des années 2000, j'avoue. Mais quand même, en Allemagne, tu fais revenir le septuple champion du monde pour rouler dans une marque allemande, ça fait beaucoup parler. À ses côtés, Nico Rosberg, jeune pilote allemand extrêmement talentueux. Il fait 3 podiums sur sa première année avec Mercedes et va venir remporter sa première victoire en 2012 au Grand Prix de Chine. Malheureusement, après 3 saisons quand même assez compliquées pour Michael Schumacher, on retiendra la pole position à Monaco, le podium à Valence en 2012. Michael Schumacher prend sa retraite et dit adieu à la Formule 1. Il faut donc trouver un remplaçant chez Mercedes aux côtés de Nico Rosberg et Niki Lauda
aux côtés de Ross Brawn, va aller chercher Lewis Hamilton. L'objectif pour Mercedes, il est toujours clair, avoir le meilleur duo de pilotes possible pour 2014. Ce changement de réglementation, c'est l'objectif de la marque allemande et Mercedes mise absolument tout ce qu'ils ont sur cette nouvelle saison. La saison 2013 se passe très bien pour Mercedes. Pour les deux pilotes, Lewis Hamilton et Nico Rosberg, 3 victoires pour l'équipe durant cette saison, de nombreux podiums et des pole positions, mais surtout, Ross Brawn arrive à créer un environnement sain. Les tests pour 2014 se passent à merveille. Le banc de test du moteur est très prometteur et fait un petit peu flipper le paddock. On arrive fin 2013 et Ross Brawn a réussi son objectif. Ça y est, Mercedes est enfin l'équipe qu'elle devait devenir. Une écurie qui gagne des courses, une écurie stable et saine avec 2 pilotes compétitifs. La dernière mission pour Ross Brawn afin d'en finir avec Mercedes, c'est de trouver son remplaçant. Et son remplaçant, ça va être Toto Wolff qui prendra sa place à partir de la saison 2014. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Mercedes a totalement détruit les records de l'histoire de la Formule 1. 8 titres de champion constructeur, 7 titres de champion pilote. L'équipe de Toto Wolff, Nico Rosberg et Lewis Hamilton détruit les records que l'équipe de Michael Schumacher, Ross Brawn et Jean Todt avaient établis chez Ferrari. Ross Brawn a donc réussi son dernier challenge en Formule 1. Il a réussi l'objectif que le groupe Daimler lui avait posé en 2010, faire de Mercedes la meilleure écurie de l'histoire de la Formule 1. Alors en 2014, on pourrait croire qu'il prend enfin sa retraite. Malheureusement, il va faire partie des 10 membres du panel convoqué par la FIA pour étudier sur l'accident mortel de Jules Bianchi lors du Grand Prix du Japon 2014. Mais suite à cette enquête, ça y est, Ross Brawn a enfin mis un terme à sa carrière en Formule 1. Plus d'équipe, plus de stratégie, plus de pitwall, Ross Brawn peut enfin se reposer et s'éloigner des paddocks du Formule 1. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Et bah devinez qui revient en 2017. Et bah oui, Ross Brawn de retour dans les paddocks de F1. Mais cette fois-ci, attention, directeur sportif de la Formule 1. C'est-à-dire que les pitwalls, les stratégies, team principal, non, la F1. Pour être honnête, depuis 2015, on n'entendait plus parler de Ross Brawn. On ne savait pas ce qu'il faisait, il avait vraiment disparu. Et en fait, ce cachotier préparait le rachat de la Formule 1 par Liberty Media. Il était dans l'ombre de ce rachat et de ce renouveau, l'ère moderne entre guillemets de la Formule 1. Au final, Ross Brawn se retrouve avec un rôle ultra important dans le rachat de Liberty Media. Déjà directeur sportif, donc tout ce qui se passe en piste, c'est sa responsabilité, mais il est aussi responsable de l'attractivité du sport. C'est à lui de refaire monter les audiences en Formule 1 et de rendre le sport plus attractif. À cette époque, si vous suiviez pas la Formule 1, c'est vrai que bon, c'était pas forcément des belles années. Voilà, la Formule 1 n'était pas populaire, on avait un peu honte d'être fan de Formule 1. Ça marchait pas très bien, ni sur les réseaux, ni dans la cour de récré. Ross Brawn et ses équipes sont donc arrivés avec Liberty Media pour remoderniser la Formule 1. Et vous allez voir que ça va directement vous parler. Si je vous parle du nouveau logo, si je vous parle de la nouvelle police d'écriture et des nouveaux overlays depuis 2018, c'est Ross Brawn. Si je vous parle de Drive to Survive chez Netflix, une idée des équipes de Ross Brawn. Si je vous parle des vidéos YouTube, de la chaîne YouTube, des réseaux sociaux, de la liberté de poster des onboards pour les pilotes, c'est une idée de Ross Brawn aussi. Mais c'est pas fini. Je vous ai dit que Ross Brawn était aussi directeur sportif de la Formule 1. Si je vous parle par exemple des courses sprint, si je vous parle du budget cap, du halo, du calendrier remodelé ou encore même de l'effet de sol, tout vient des équipes de Ross Brawn et de Ross Brawn lui-même. Cet homme a révolutionné notre sport ces dernières années et j'ai aucune honte à le dire, Ross Brawn a très probablement sauvé la Formule 1 avec Liberty Media. Avant que Ross Brawn revienne avec Liberty Media, la F1 était en train de mourir à petit feu avec aucun droit, aucun développement, aucun intérêt pour ce sport qui au final n'avait pas tant changé que ça. Liberty Media a réussi à donner un second souffle à ce sport qui aujourd'hui est aussi populaire qu'il est et qu'on l'aime de cette façon. L'une des dernières tâches de Ross Brawn a été la gestion du Covid en 2020 parce que oui, il était responsable à cette période de la gestion du calendrier lors de la pandémie du Covid. Donc si on est allé au Nürburgring, si on est retourné en Turquie, au Mugello, c'est grâce aux équipes de Ross Brawn. Et c'est fin 2022 que Ross Brawn raccroche officiellement avec le monde de la Formule 1. Cette fois-ci, il prépare le terrain pour la nouvelle équipe qui va le remplacer afin de préparer la réglementation 2026. Ross Brawn avait donc fait le tour passant de mécanicien à aérodynamicien, à directeur technique, à stratège, à team principal, à champion constructeur, à président d'une équipe. Ross Brawn avait fait le tour et depuis, Ross Brawn ne travaille plus pour la Formule 1.
Ross Brawn est l'un des personnages les plus importants de l'histoire de la Formule 1 et pourtant si peu médiatisé. Avec sa tête de nounours, Ross Brawn a totalement fait changer l'univers de la Formule 1, peu importe où il est passé. Ross Brawn est l'une des personnes les plus respectées du paddock. Il suffit juste de regarder le palmarès. 2 titres avec une écurie à son nom. Il est dans l'ombre de tous les titres de Schumacher et de Ferrari. 10 titres de champion constructeur, 10 titres de champion pilote. Il a participé à la plus grande domination de l'histoire avec Ferrari et il a préparé, il a aidé Mercedes à mettre en place la plus grande domination de l'histoire de la Formule 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a pris énormément de plaisir à vous la faire. C'est un long format comme on les aime. Moi, d'un point de vue personnel, elle me touche beaucoup parce que Ross Brawn est l'une des personnes que j'apprécie le plus, aussi bien par son palmarès que par son caractère et sa mentalité. Ça me tenait à cœur de vous faire un contenu sur Ross Brawn et je vous l'ai dit, on pourrait vous faire aussi l'histoire de Brawn GP qui est totalement passionnante. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à exploser les j'aime, s'il vous plaît. N'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, avec vos amis, avec vos parents, avec d'autres fans de Formule 1. Merci à tous de l'avoir regardé. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.